les arnaques financières prennent de l'ampleur en Afrique, c'est tout simplement parce que le niveau d'éducation financière du continent est bas. Dans cette vidéo, je te poserai 3 questions. Et les réponses que tu donneras à ces 3 questions te permettront de savoir si et seulement si tu es bien éduqué financièrement ou alors si tu es tout simplement un illettré financier. Générique. Générique. Salut à toi et bienvenue sur la page DKP B-Learning. Je suis Paul dans Moquinfac et sur cette page nous parlons de techniques de gestion, de stratégie et de création de valeur car nous sommes convaincus d'une chose, c'est que chaque Africain a une carte à jouer pour l'industrialisation du continent. Alors si ces thématiques te parlent, tu as 2 choses à faire. La première, abonne-toi à la page et active la cloche de notification. Et la deuxième, partage le contenu mais à une seule condition, que ce contenu t'ait réellement apporté de la valeur. Comme je le pense, ce test va vraiment te permettre de savoir si et seulement si tu es éduqué financièrement ou si alors tu es un illettré financier. Allons-y. Je commence tout d'abord par te donner les consignes. De manière générale, les questions seront données à la suite. Je te poserai, comme je l'ai annoncé à l'intro, 3 questions. Après avoir donné la question, tu auras 5 à 10 secondes pour pouvoir donner la réponse. Pas besoin de l'écrire quelque part, tu peux simplement donner la réponse dans ton fort intérieur. Vraiment, tu n'as pas besoin de l'écrire quelque part. Et par la suite, après les 5 secondes, je te donnerai la bonne réponse. Au terme des 3 questions et après avoir donné les solutions, si et seulement si tu as les 3 bonnes réponses, tu es bien éduqué financièrement. Malheureusement, si par la suite tu n'as pas les 3 bonnes réponses, bon, c'est à toi de voir. Je ne vais pas dire le mot une fois de plus. Mais avant, laisse-moi te dire ce que c'est que l'éducation financière. Vous voyez plusieurs pages parler d'éducation financière, mais en réalité, c'est quoi l'éducation financière? De manière générale, l'éducation financière, c'est le processus par lequel un individu, c'est-à-dire une personne comme toi, améliore sa capacité et sa compréhension des produits financiers, des concepts financiers et du risque financier, de manière à améliorer sa confiance vis-à-vis de ses décisions de prise de risque. L'objectif lorsqu'on est éduqué financièrement, c'est de pouvoir être soit averse au risque, soit être ouvert au risque, tout simplement. Donc de manière générale, il est simplement question pour toi, lorsque tu es éduqué financièrement, de savoir prendre des décisions d'investissement, de financement, de distribution de dividendes. Là, je suis déjà en finance d'entreprise. Mais bon, globalement, l'éducation financière, c'est de savoir s'y prendre avec son argent, de savoir décider ce que je vais faire de mon argent. Pour la grande zélatrice de l'éducation financière, ou alors en anglais, Financial Literacy, elle le dit en ses propres termes. Et là, je vais le lire pour ne pas avoir d'ambiguïté. Pour Anna Maria Lusardi, l'éducation financière est un élément essentiel de la connaissance que tout étudiant, tout être humain devrait avoir. Tout comme la lecture et l'écriture sont devenus des outils indispensables aux individus pour réussir dans les économies modernes, il est aujourd'hui, selon elle, impossible de réussir sans être en mesure de lire et écrire financièrement. Vous comprenez qu'au-delà de l'éducation que vous avez de base, il est principalement question pour vous de penser à vous former en ce qu'on appelle l'éducation financière. Et ça tombe bien parce que ces 3 questions vont te permettre de savoir si et seulement si tu as besoin de formation ou alors si tu es déjà bien éduqué financièrement. Allons-y pour la première question. Ces questions ont été prises dans le cadre de l'article proposé par La Rondelle en 2017. Le lien se trouve en description, qui est un excellent chercheur en ce qui concerne l'éducation financière. On va donc passer effectivement à la première question. Sois concentré et ne perds rien comme détail dans la question. Supposons que tu disposes dans ton portefeuille 1000 euros. Que tu décides de mettre les 1000 euros en banque. La banque rémunérant les placements à 2% par an. La question est la suivante. Au bout de 5 ans, quelle est la somme que tu retireras en banque si et seulement si tu n'as rien touché de ton placement au bout des 5 années? Je reprends. La somme dont tu disposes, c'est 1000 euros. Tu places ces 1000 euros en banque et le taux d'intérêt auquel la banque rémunère ce placement est de l'ordre de 2% chaque année. La question est la suivante. Au bout de 5 ans, quelle est la somme que tu retireras à la banque si et seulement si tu n'as rien touché de
l'épargne que tu as déposée à la banque. Alors pour t'aider dans ta réponse, j'ai 4 propositions. Tu vas simplement choisir la bonne proposition, ou du moins celle que tu penses être la bonne. La première proposition de réponse, c'est moins de 1100 euros. La deuxième proposition de réponse, c'est exactement 1100 euros. Et la troisième possibilité de réponse, c'est plus de 1100 euros. Et bien évidemment, la quatrième proposition, c'est simplement je ne sais pas. 5 secondes pour donner la bonne réponse. Je crois que tu as suffisamment eu le temps pour pouvoir répondre à la question. Sache déjà que si tu as dit je ne sais pas, c'est officiel, tu es un illettré financier. Si tu as répondu moins de 1100 euros, ton cas est très grave. Si tu as répondu exactement 1100 euros, malheureusement, c'est la mauvaise réponse. La bonne réponse était donc de répondre plus de 1100 euros. Et là, je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi est-ce que c'est 1100 euros. L'objectif de cette question, dans cette recherche, était de comprendre si et seulement si les individus qui étaient en face, qui avaient été interrogés, comprenaient la notion d'intérêt composé. D'après Einstein, les intérêts composés représentent la 8e merveille du monde. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'on parle d'intérêt simple, il y a simplement question pour toi, comme son nom l'indique, de faire 1000 multiplié par les 2% pratiqués par la banque. 1000 multiplié par 2%, nous avons 20 euros de revenus par an. Et les 20 multipliés par 5 ans, on allait avoir 100 euros d'intérêt. Ce qui allait permettre d'avoir 1000 de capital initial placé, plus les 100 euros d'intérêt, ça allait faire exactement 1100 euros. Mais malheureusement, le fonctionnement de la banque, c'est pas ainsi. La banque fonctionne selon le principe des intérêts composés. Lorsqu'on parle d'intérêts composés, je vais prendre les 2 premières années. Dans le cas de la première année, il sera principalement question pour la banque de prendre les 1000 euros que tu as déposés à la banque et de multiplier par 2%, ce qui allait faire 20 euros. Autrement dit, à la fin de la première année, ton capital ne sera plus simplement de 1000 euros. Ton capital va passer à 1020 euros. Et c'est sur les 1020 euros que l'on va calculer ton nouvel intérêt de la deuxième année. Donc on va faire 1020 euros fois 2%, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que l'intérêt que tu auras à la fin des 5 ans de placement sera forcément supérieur à 100 euros. Voici la raison pour laquelle la bonne réponse à cette question était simplement plus de 1100 euros. J'espère que nous sommes clairs. Pour tous ceux qui ont trouvé cette bonne réponse, vous êtes encore en course pour avoir la certification que vous êtes éduqué financièrement. Et pour ceux qui n'ont malheureusement pas eu la bonne réponse, bon, continuez quand même pour voir si et seulement si vous connaissez d'autres choses par rapport à l'éducation financière. Maintenant, passons à la deuxième question. En ce qui concerne la deuxième question, là encore, il va falloir imaginer. Imagine que tu as sur un compte d'épargne une certaine somme. Et cette somme-là va courir pendant 1 an. Le taux d'intérêt auquel rémunère la banque dans laquelle est placée cette épargne est de l'ordre de 1% par an. Maintenant, à côté de ça, supposons que le taux de l'inflation est de 2% pour cette année. La question est la suivante. Une fois que vous allez retirer votre épargne au bout des 1 an, est-ce que vous serez capable d'acheter plus qu'aujourd'hui? Ou alors, vous serez capable d'acheter autant qu'aujourd'hui? Ou encore, vous serez capable d'acheter moins qu'aujourd'hui? Bien évidemment, il y a toujours cette 4e proposition qui consiste à dire « je ne sais pas ». Et tu as 5 secondes pour pouvoir prendre ta décision. Ok, je crois que là, le temps est écoulé et on va passer à la vérification des différentes réponses. On est tous d'accord, la personne qui a une fois de plus dit « je ne sais pas », bon, son cas est à part, vraiment son cas est à part. La personne qui a répondu que je serais capable d'acheter plus qu'aujourd'hui, c'est exagérément faux. Simplement parce que la personne ne comprend pas bien la notion d'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation généralisée des prix. Certaines personnes vont dire augmentation généralisée et soutenue des prix, mais globalement, c'est l'augmentation généralisée des prix. Ça veut dire quoi? Si seulement si j'ai placé 1000 euros en banque et que les 1000 euros ont été rémunérés par la banque à hauteur de 1% par an, cela suppose que à la sortie, c'est-à-dire à la fin d'année,
je n'aurai pas 1000 euros, j'aurai 1100 euros. Mais on nous fait comprendre également que durant la même période, le taux de l'inflation était plutôt de l'ordre de 2%. Réexpliquons la situation. Reprenons les 1000 euros dont on parlait précédemment. Si je devais acheter un ordinateur à 1000 euros et que l'inflation d'ailleurs, quand j'ai placé les 1000 euros à la banque, était de 2%, cela sous-entend entre guillemets que le prix de l'ordinateur ne sera plus de 1000 euros, ça sera pratiquement de 1020 euros. Or, lorsque je sors mon argent de la banque, c'est 1100 euros que je sors. Le prix de l'ordinateur est de l'ordre de 1020 euros. Vous comprenez que la somme que je sors de la banque est inférieure à la somme du bien que je souhaite acheter. La bonne réponse ici était tout simplement de dire que je serais tout simplement capable de moins acheter qu'aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as la bonne réponse. Si jusqu'ici tu as la bonne réponse, alors félicitations, jusqu'à ce niveau, tu es bien éduqué financièrement. Et pour toi qui a déjà faussé une des deux réponses, bon, ton cas un peu, mais celui qui a faussé les deux, là encore, c'est... Dans le cadre de cette dernière question, c'est une question très technique que j'ai souhaité simplifier afin que chacun puisse répondre de manière pertinente. Maintenant, je vais te donner 3 éléments, 3 produits financiers et il sera question pour toi de classer ces 3 produits financiers du plus risqué au moins risqué. Autrement dit, il sera question pour toi de me dire parmi ces différents produits financiers quel est le produit financier le plus risqué. Les 3 produits financiers que tu es censé apprécier maintenant, le premier, ce sont les actions. Le deuxième, ce sont les obligations. Et le troisième, c'est le livret d'épargne. Parmi ces 3 produits financiers, quel est donc le produit financier le plus risqué? 5 secondes. Bon, 6 secondes. C'est une question quand même compliquée. Dans le cadre de cette question, il était principalement question pour toi de simplement répondre que les actions représentent le produit financier le plus risqué. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Lorsqu'on parle de livret d'épargne, le livret d'épargne, c'est une situation dans laquelle une personne lambda comme toi, comme moi, comme tout ce qu'on connaît, prend une partie de son argent et va déposer en banque. Qu'est-ce que la banque fait? La banque te dit, donc dans 1 an, si c'est un compte bloqué, dans 1 an, 2 ans, reviens prendre ton argent avec l'intérêt généré par cette somme d'argent-là. On voit tous que le niveau de risque ici est littéralement faible. Il n'est pas inexistant, mais il est faible. Il faut le comprendre. Le risque est faible, mais il n'est pas inexistant. Car des banques peuvent faire faillite. Mais il est très peu probable de voir une banque faire faillite à cause des placements de 1000 euros, 2000 euros, etc. Ainsi de suite. Bref, je ne travaille pas à la banque. Ça ne me concerne pas trop. Maintenant, passons aux obligations. En ce qui concerne les obligations, on va prendre un exemple terre à terre. Supposons que nous sommes une entreprise DKP B-Learning et que toi, tu es un particulier qui dispose de l'argent. Ce qui se passera, c'est quoi? Lorsque nous, on aura besoin d'argent pour financer notre croissance, on va faire ce qu'on appelle une levée de fonds. Et lorsqu'on fait une levée de fonds, on vient et on rencontre des particuliers comme toi et on leur présente notre projet. Supposons on a besoin d'1 million de francs CFA et que vous avez 1 million de francs CFA à disposition. Qu'est-ce que nous on va faire? On va vous dire, mettez à notre disposition ces 1 million de francs CFA pour 1 an et on va rémunérer ce placement à hauteur de 20-25% maximum. Sachant que les banques donnent souvent 2%, 25%, c'est bon. On n'est pas là, c'est pas là le débat. Mais voici la situation. Ce qui se passe, c'est quoi? Dans votre posture d'investisseur, vous avez des obligations. Donc nous, en tant qu'entreprise, on a des obligations entre guillemets vis-à-vis de vous. Quelle que soit la situation de l'entreprise, que l'entreprise atteigne son objectif ou pas, on doit vous rembourser votre argent avec votre intérêt. C'est ça la particularité des obligations. On voit bien que c'est plus risqué que le livret, tout simplement parce que l'entreprise dans laquelle tu investis, tu n'as aucune certitude que cette entreprise-là va pouvoir et être capable de te rembourser ton argent avec l'intérêt, mais au moins, quelle que soit la situation de l'entreprise par la suite, toi, tu es automatiquement remboursé, capital plus intérêt. Dans ce cadre, on parle d'obligation. Maintenant, en ce qui concerne le troisième élément et qui représente le produit le plus risqué, ici, ce sont les actions. Lorsqu'on parle d'actions, l'action concerne globalement les actionnaires. C'est qui les actionnaires? Ce sont les personnes qui décident
de prendre des sommes d'argent et de créer une entreprise. C'est ce qu'on appelle les principaux fondateurs de l'entreprise. On est tous d'accord, quand tu es un principal fondateur de l'entreprise, si l'entreprise devient une multinationale, la valeur de tes actions augmente, mais si l'entreprise ferme, tu fermes également ta bouche et tu pars te coucher, car il n'y a aucune garantie. Cela sous-entend que l'action est extrêmement risquée. Parmi tous ces placements, le placement le plus risqué ici, c'est l'action. Le placement le moins risqué par rapport à l'action, c'est les obligations. Et le placement quasiment garanti, entre guillemets toujours, c'est le livret. En France, on parle de livret A. Bref, c'est le livret d'épargne. Donc, de manière générale, le placement que tu devais faire, c'était d'abord de mettre en avant l'action comme étant le placement le plus risqué. Dans tous les cas, si tu souhaites avoir une vidéo plus détaillée sur les explications par rapport à ces concepts financiers, n'hésite pas à le signaler en commentaire. De manière générale, je crois que nous sommes tombés dans le verdict. J'aimerais savoir en commentaire si et seulement si tu es bien éduqué financièrement ou alors si et seulement si, bon, disons que tu vas savoir ce que je veux dire par là. De manière générale, c'est tout ce qui était prévu pour toi dans le cadre de cette vidéo. J'espère que tu as pu savoir au thème de cette vidéo si et seulement si tu es bien éduqué financièrement ou alors si tu es mal éduqué financièrement. Les trois bonnes réponses, la première réponse c'était plus de 1100 €. Deuxième bonne réponse c'était moins qu'aujourd'hui. La troisième bonne réponse c'était de mettre les actions comme étant l'actif financier le plus risqué parmi la liste des actifs financiers proposés. Si tu as les trois bonnes réponses, félicitations, tu es bien éduqué financièrement. Et si tu n'as pas les trois bonnes réponses, hélas, tu es pour l'instant un illettré financier. Mais je t'invite à t'abonner à cette page pour pouvoir t'améliorer au fur et à mesure, car sur cette chaîne, nous allons réserver une thématique forte, une branche forte de la chaîne sur la préparation de la communauté à l'analyse financière et bien évidemment à l'éducation financière. Ne l'oublie jamais, c'est parce que nous avons cru que nous avons commencé, c'est parce que nous avons commencé qu'on pourra devenir quelque chose. Believe, begin, become. À la prochaine vidéo. Tchuss!